Bonjour Sylvie pour nos conversations de l'essentiel et envie aujourd'hui de vous parler de notre quête incessante de plaisir et de voir quelles sont cette quête est quelquefois dans l'impasse lorsque nous vivons des moments difficiles par exemple et de voir quelle est l'alternative, quelle est l'alternative que nous avons au plaisir pour continuer de vivre une vie, une belle vie. Hum, En fait, on est dans une société du plaisir. Alors c'est un peu légitime parce que à l'échelle des civilisations, nous sortons de siècles de déplaisir, c'est-à-dire de contraintes, de domination. Ça peut être la domination sociale, sociopolitique, ça peut être les asservissements, les esclavages, etc. Ça peut être les codes moraux, moralisateurs ou religieux. Ça peut être un ensemble de règles très coercitives, très contraignantes qui finalement nous ont acculés dans certaines voies, nous ont coincés, nous ont rendus malheureux, nous ont rendus dépendants. Et donc, il est assez légitime que par effet de compensation, nous soyons aujourd'hui dans une société qui se dit émancipée et qui croit, qui pense que l'émancipation, c'est donc l'inverse du déplaisir, que c'est l'inverse de la contrainte, que c'est la recherche du plaisir. Et que donc, je suis heureux quand j'arrive à m'apporter du plaisir et des satisfactions. Quand ma vie égale plaisir et satisfaction. Je caricature un peu, mais enfin, c'est quand même une société qui fonctionne beaucoup sur ces raisonnements de nos jours. Et à l'inverse, je ne suis pas heureux si je n'arrive plus à me procurer et à vivre des plaisirs avec d'autres. Alors, c'est un fonctionnement qui est souvent associé à la notion de désir. D'ailleurs, bon, le mot désir est assez, comment dire, étiqueté, désir sexuel, désir. Il est très, disons, il a une connotation très psychanalytique, comme ça, fonctionner comme un enfant du désir, être désireux, avoir du désir, retrouver du désir, enfin, etc. En tout cas, nous agissons par désir, ouais, nous agissons souvent par désir. Ça a été très critiqué par les morales religieuses, etc., en disant, voilà, bah, justement, nous n'avons pas que du désir. Et pourtant, nous retombons dans une société du désir, où il faut honorer ses désirs plaisirs. En fait, souvent dans l'accompagnement cognitif de base, mais vraiment de base, on dit des fois qu'il y a deux motifs à l'action. La recherche de moins de danger, le désir pour éviter le danger, moins de danger, et la recherche de plus de plaisir, justement. Avoir plus de satisfaction, plus de plaisir. Ce seraient les deux motifs qui nous font nous élancer dans un comportement, nous élancer dans la vie. Par exemple, en ce moment, en pleine crise dite sanitaire, le monde vit en guerre, comme l'a dit un de nos hommes politiques au début de cette crise. Le monde vit dans la peur, ce qui va enclencher des stratégies de désir de l'ordre de l'évitement du danger. Donc, nous avons une gestion de la politique sanitaire en ce moment, une gestion de la crise sanitaire qui est très orientée stratégie d'évitement du danger. On veut éviter de tomber malade, on veut éviter de mourir, on veut éviter d'avoir une perte du goût, on veut éviter d'être contaminé ou de contaminer, d'où les stratégies vaccinales, distanciation sociale, fermeture, couvre-feu, isolement, etc. Qui sont des stratégies d'évitement du danger. On voit bien que d'ailleurs, quand on critique, quand il y a des critiques par rapport à cette gestion-là de la crise sanitaire, on va dire ce n'est qu'une politique orientée danger, orientée peur du danger, orientée stratégie d'évitement.
Et quand on est critique vis-à-vis de cette politique-là, ce n'est pas qu'on veut dire qu'il faudrait aller voir le plaisir, qu'il faudrait des stratégies de plaisir, parce qu'on voit bien que ça colle pas à ce moment-là. Quand il y a danger, on est très malvenu de dire, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on serait critiqué, on est très malvenu de dire c'est le moment de trouver du plaisir. N'importe qui est branché dans des stratégies de sauvegarde, de danger, de protection, va dire c'est pas le moment de se faire plaisir, quoi. C'est d'ailleurs la critique, on va dire c'est pas le moment d'aller chanter dans les rues sans masque, enfin, etc. C'est pas le moment d'aller faire des réunions entre amis, etc. C'est pas le moment du plaisir. Voilà, c'est tout, point barre. On voit bien que quand il y a un grand danger, c'est pas la réponse inverse qui serait inverse de la contrainte, etc., ne peut pas être le plaisir. Parce qu'on est à peu près d'accord, si on est censé, que c'est pas le moment de ne viser que le plaisir. Mais par contre, qu'est-ce qu'on pourrait viser d'autre qui soit une alternative à n'agir que dans la peur, à n'agir que dans un désir d'évitement du danger? Quelle pourrait être bien l'autre version? Je reprends encore cette idée du plaisir en disant que ça ne fonctionne pas tout le temps, parce que ce serait comme, je ne sais pas, je pourrais prendre un exemple très dans la vie de proximité. Par exemple, un couple. Un couple qui ne fonctionne plus. Ça ne marche plus, on n'arrive plus à s'accorder, on n'arrive plus à avoir des désirs confluents, etc. Bon. Et on n'arrive plus à prendre du plaisir ensemble. Et ce serait comme si l'une des deux personnes, par exemple, du couple disait, ou les deux, disaient « Pourtant, ça fait des années, ça fait 15 ans que j'essaie de lui faire plaisir. » Ou que j'essaie de trouver du plaisir dans ce couple. Plaire, plaisir, c'est la même racine étymologique. Ça veut dire que ça fait des années que j'essaie de lui plaire. Plein de manières de plaire, il n'y a pas seulement le côté érotique, sexuel, etc. Ça peut être rendre des services, être toujours à l'écoute, consentir, être OK, écouter, etc. Par exemple, qui peuvent être des tas de manières de faire plaisir, de plaire, et de se plaire à soi-même, et de s'apporter du plaisir. Okay. Donc, on peut être très surpris dans un couple, par exemple, de voir que finalement, cette stratégie du plaisir, plaisir ensemble, plaisir qu'on fait à l'autre, plaisir que l'on se fait, satisfaction que l'on recherche pour soi, arrive quand même à une impasse mince. C'est étrange, on a toujours cherché à se faire plaisir, on a bien fonctionné jusque-là comme ça, puis aujourd'hui, c'est comme si ça marchait plus. Alors non seulement on n'arrive plus peut-être à trouver du plaisir dans les anciens plaisirs, mais en plus, c'est comme s'il manquait un truc, quoi. C'est comme si, mince, on a raté quelque chose ou quoi. Voilà. Donc on voit bien que plaisir, ça peut pas être la seule autre réponse. Quand ça va mal d'un côté, stratégie pour éviter que ça aille encore plus mal. Et puis de l'autre côté, la stratégie, alors la bonne, ce serait la stratégie de satisfaction, la stratégie de plaisir. On voit bien que ça colle pas, quoi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme autre version pour continuer de vivre une belle vie? Une belle vie dans la santé, une belle vie relationnelle, une belle vie, je sais pas moi, professionnelle, sociale, etc. Alors, on va se laisser inspirer par d'autres êtres vivants. Par exemple, des arbres. Tiens, je peux prendre des végétaux. On est dans la semaine Vegetal Power. Alors, les végétaux, par exemple. Les arbres. Est-ce qu'un arbre pousse pour se faire plaisir? Non, vous allez me dire, non, il est pas... Enfin, son but, c'est pas se faire plaisir. Son but... L'autre fois, j'en discutais avec des enfants. Et puis, on disait comme ça, mais pourquoi avec des enfants, un groupe d'enfants très, très, très angoissés, avec qui on faisait un petit travail en ce moment. Et puis, on prenait l'exemple de l'arbre. Pourquoi il pousse, quoi? Pourquoi il grandit? Pourquoi il trouve toujours des solutions? D'ailleurs, quand il y a un danger, il contourne, etc. Et puis alors, il y a un enfant qui répond parce que il pense qu'il faudrait, donc il se défend parce qu'il se sent agressé. Et puis alors, il entre dans un mécanisme de réflexion très humaine, en fait, à propos de cet arbre, pourquoi il pousse.
Et puis il y a une enfant de 8 ans qui dit comme ça, mais n'importe quoi. L'arbre, il pense pas à tout ça, il est juste vivant. Ah oui, il est juste vivant. Il est juste de la vie. Et sa puissance de résilience, sa puissance pour contourner, sublimer, transcender les dangers, sa puissance pour pousser si haut, par exemple, si fort, etc. C'est une puissance qui est juste de la vie. C'est juste parce qu'il est vivant. J'ai trouvé cette parole d'une sagesse incroyable. Cet enfant nous disait, bah non, il pense pas qu'il est pas en train de rechercher du plaisir ou moins de danger ou d'être dans son désir, l'arbre. Il est juste dans la vie, il est juste de la vie. Et on est parti sur un grand échange magnifique sur la biologie, la logique de la vie. Voilà l'alternative. Voilà l'alternative qui est intéressante. Quand on ne peut plus répondre par le plaisir, quand on ne sait plus où est son plaisir, quand on ne peut pas se faire plaisir ou faire plaisir, on pourrait encore regarder où est la vie. Que dit la vie à l'intérieur de nous? Alors, pour continuer cette comparaison, l'arbre, par exemple, les végétaux, pas seulement l'arbre, hein, mais je prends cet arbre parce qu'il y a une histoire de puissance, de grandeur, de majestuosité, de majesté, qui impressionne. Mais on peut prendre ne serait-ce qu'une petite pousse, une plante verte, une petite fleur, hein, etc. On est en train de découvrir des choses incroyables sur l'intelligence de la vie des plantes. On est en train de se rendre compte que c'est tellement au-delà de ce que l'on pensait. C'est pas juste une histoire de mécanisme de photosynthèse, de sève, et puis d'oligo-éléments, etc., qu'on va chercher dans le sol, de sels minéraux, etc. Oh là là, on est en train de se rendre compte que c'est bien au-delà l'intelligence de la vie dans le règne végétal. On est en train de se rendre compte qu'ils communiquent par des ondes. Oui, les arbres chantent. Qu'ils s'envoient des messages de coopération, des messages d'entraide entre arbres, on est en train de se rendre compte de tellement de processus cellulaires dans la cellule de l'arbre qui sont tellement au-delà de ce qu'on connaissait jusque-là, de très physico, mécanico, chimico, organique avant. On est en train de se rendre compte que l'intelligence de la vie est vibratoire, que l'intelligence de la vie passe est un phénomène magnético-électrique, etc. On est en train de se rendre compte que la chimie dépasse la chimie, si j'ose dire. Enfin, fait des kilomètres, etc. Bref, on est en train de se rendre compte de tas de choses quand on commence à interroger cette logique du vivant. Pensez-vous que nous ne soyons pas du même genre de vie? Que nous n'avons pas le même genre d'intelligence de vie à l'intérieur de nos cellules. Donc il y a... si je prends par exemple, je voulais juste donner un exemple. Par exemple, on se rend compte, on croyait que par exemple, la verticale des plantes, c'était dû juste à un jeu entre la gravité et la recherche de la lumière, par exemple. On voyait ça de façon très physico-chimique. L'arbre il pousse vertical, il se remet vertical, même s'il a été penché par un événement, par du vent, etc. Il a tendance à se remettre vertical. On pensait que c'était juste une histoire de gravité terrestre et puis de rechercher la lumière au plus court chemin. La lumière du soleil. Et puis, on a fait des tas d'expériences scientifiques en faisant tourner la lumière à l'endroit, à l'envers. Par exemple, on les a mis dans des sens très, très... on les a mis hors de la lumière, dans de la lumière qui variait constamment de direction, etc. Et on s'est rendu compte, et en chamboulant leur champ magnétique de gravité, et on s'est rendu compte que les arbres poussaient vertical quand même, qui poussaient droit quand même, ou les plantes vertes poussaient droit quand même. Et donc, c'est tout le champ d'analyse des qualités proprioceptives des cellules, des muscles, des fibres, qui fonctionnent d'une manière inouïe.
Voilà, donc une intelligence de vie à laquelle on peut accéder par des moyens scientifiques, mais à laquelle que l'on peut aussi interroger et ouvrir, même si l'on n'est pas un grand scientifique. On peut tous s'interroger sur qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Bien au-delà de la notion de je veux éviter les dangers ou je veux rechercher mon plaisir. Ok. Donc, une suggestion serait, d'ailleurs on voit bien que quand on est, en ce moment c'est très critique, des personnes qui traversent des graves dépressions, des angoisses, etc. Et le réflexe, vous voyez, commun dans notre société, c'est de dire, ben, fais-toi plaisir là maintenant, allez, repose-toi, fais-toi du bien, va faire une activité qui te fait du bien, fais-toi plaisir. Et qu'est-ce qu'on a comme réaction de la part de quelqu'un qui se trouve dans une profonde dépression? euh, c'est de dire, mais va te faire foutre avec ton plaisir. Moi, je sais même plus ce qui me fait plaisir. J'ai même pas envie de me faire plaisir. C'est quoi faire plaisir? Voilà. Et il y a presque une réaction épidermique à dire, mais le plaisir, mais c'est quoi? Je sais même plus. Où est mon plaisir? C'est parce qu'à un moment donné, le plaisir, c'est une impasse dans certaines circonstances. En tout cas, en tant que quête infinie du plaisir. Donc, à ce moment-là, l'enjeu, par exemple, avec quelqu'un de très angoissé ou de très dépressif, qui n'a plus ce goût à se donner du plaisir ou à se faire plaisir ou à avoir des comportements de satisfaction, eh bien, l'une des clés, c'est de lui refaire prendre contact avec la vie à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui est encore vivant ou à l'intérieur d'elle, de cette personne? Qu'est-ce qui est encore vivant? En quoi la vie palpite encore en moi? Où est la pulsion de vie? Où est le mécanisme vital, vivant, la vitalité première dans mes cellules? Qu'est-ce qui est encore là? Et c'est pas pour rien qu'on travaille souvent avec la reconnexion avec le corps, parce que dans le corps, il y a entre guillemets, des automatismes de vie qui seront, je sais pas, la respiration, la digestion, etc. Et quand même ces mécanismes sont contraints, sont bloqués, on va commencer par redynamiser ces mécanismes. Je respire, je vois, j'ai des sens, je ressens, etc. Parce que c'est retrouver une fonction première qui est une fonction vitale. Et c'est le chemin pour redécouvrir après des nouvelles pistes de plaisir, de résolution par rapport à des dangers, éventuellement, quand c'est nécessaire, et puis de nouvelles pistes par rapport à apporter à soi ou à l'autre ou à la situation de la satisfaction, de la résolution, etc. C'est le chemin, c'est de se demander, mais la vie en moi, elle est où? La vie en moi, elle veut quoi? Et par exemple, si on reprend l'exemple de la pandémie, cela amènerait à... bien sûr, il y a certaines stratégies d'évitement du danger à avoir et à respecter, mais il y aurait aussi toutes les stratégies de loi de la vie. Que disent les lois de la vie à propos de la santé, à propos de la maladie, à propos du virus? Eh bien, les lois de la santé, les lois de la vie sont toujours fondées sur la coopération, la complémentarité, l'engendrement, la croissance, etc. Toujours. Ce sont des lois physiques, biologiques, etc. Donc, que dit la vie? Que dit la biologie? La biologie, elle dit que les virus, ils existeront toujours. La biologie, elle dit que ces virus-là, ils sont très mutants, qu'il y aura toujours des variants. Donc, la loi de la vie, elle dit, nous devons apprendre à vivre avec, et donc à nous renforcer pour être capable de vivre en présence du virus. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller se mettre dans un bain de virus et n'avoir aucune stratégie d'évitement. Il faut certes avoir des stratégies d'évitement, mais pourquoi pas aussi, et de manière prioritaire, des stratégies qui font honneur à la vie. C'est-à-dire qui, par exemple, qu'est-ce que je fais moi pour développer mes défenses immunitaires, pour être naturellement
en bonne santé, de sorte que même si je croise un virus sur mon chemin, eh bien, il ne va pas m'attaquer, me décimer, m'aplatir, etc. Que dit la vie en moi? Que peuvent faire mes cellules? Que sont mes cellules dans leur potentiel pour être capable, et comment pour être capable de résister à ces dangers-là, à ces attaques-là, etc. Et qu'est-ce que je mets en œuvre? Et là, on va être dans un autre type de désir, pas désir pour éviter le danger ou désir pour avoir de la satisfaction immédiate, mais on va être dans un désir de vie, dans une pulsion de vie, dans une intelligence vitale, vitale et vivante. Okay? Et là, on voit que ce serait toute une autre panoplie de mesures pour gérer la crise sanitaire, par exemple. Pareil dans un couple. Si un couple est au bord du gouffre, bien sûr, il peut faire le constat qu'ils n'arrivent plus à se faire plaisir, qu'ils n'arrivent plus à trouver du plaisir, à trouver leur note à ce niveau-là. Mais ils peuvent se demander qu'est-ce qui est vivant en chacun de nous et dans notre relation, qu'est-ce qui est encore en vie, qu'est-ce qui est encore dans l'ordre de la vie, de l'ordre du vivant. Je ne vais pas détailler ici, mais posez-vous toujours la question quand vous êtes dans une sorte d'impasse par rapport au danger et au plaisir, à la peur et à l'amour, on va dire. On va dire que les lois du vivant sont dans l'amour parce que c'est un sentiment positif, on va dire, génératif. Qui embrasse, qui amplifie, qui sécurise, qui contient, etc. Qui est harmonieux aussi. Donc, quand vous ne savez plus, quand vous êtes dans l'impasse, vous pouvez vous demander à propos de vos relations, à propos de vous-même, à propos de votre santé, que veut la vie en moi? Où est encore la vie en moi? Où est encore la pulsation de la vie en moi? Et écoutez, qu'est-ce qu'elle veut, la vie en moi? Qu'est-ce qu'elle a en potentiel? Et la laisser à ce moment-là s'exprimer. Et se dire, les lois du vivant fonctionnent toujours dans la coopération, dans la croissance, dans l'évolution, dans l'engendrement. Et donc, qu'est-ce qui en moi veut vivre? Et de commencer d'écouter ça. Et vous allez voir qu'il va s'ouvrir tout un autre champ de possibles à partir de cette écoute. Et n'hésitez pas à vous faire aider pour ça parce que quand on ne l'a jamais fait, on n'est pas éduqué comme ça, encore une fois, dans notre société. On est dans une société de la production de danger, oui, un beau lapsus, et de la production de plaisir, donc de satisfaction. Donc on n'a plus du tout été éduqué à se tourner vers l'intelligence vivante, naturelle qui est en nous. Donc demandez-vous, quand vous êtes dans l'impasse, quand ça ne va pas, et même souvenez-vous-en tous les matins, tous les soirs, je suis de la vie. Je suis une intelligence vivante. Et ça, c'est inconditionnel. Inconditionnel. Et ça peut tout changer au niveau des mesures et de l'élan que vous pouvez ressentir en faveur de votre santé, en faveur de l'harmonie de vos relations, de vos professions, de vos engagements sociaux, etc. Et surtout de vos engagements envers vous-même et envers votre existence. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ne restez pas coincés sur l'idée soit du danger, agir par peur, soit du plaisir, agir pour avoir de la satisfaction, j'en ai pas, je suis fâchée avec la vie. Dépassez ça un peu et remarquez que vous continuez d'être vivant. Même en danger, même en plaisir ou en déplaisir, vous êtes vivant, vous êtes de la vie. Et vous pourrez trouver sur ma chaîne d'autres vidéos, il y a quelques pratiques d'ailleurs très psychocorporelles comme ça autour de, par exemple, je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ce corps, je suis de la vie, juste de la vie. Donc, essayez de prendre l'habitude de vous reconnecter aux lois du vivant parce que ce sont elles qui vous régissent. C'est cette intelligence de vie et c'est ce que vous êtes, une intelligence de vie. À bientôt.